Long Beach à Los Angeles. Classement final du Grand Prix, Piquet, Arnoux, Laffite, Reutemann, Andretti et Jarier. Enfin, en championnat du monde, c'est Jones, l'Australien, qui reste en tête avec 47 points, mais devant Piquet, 45 points seulement. Reutemann, ici le vainqueur Nelson Piquet, Reutemann 33 points, Laffite 32 points et Arnoux 29 points. Donc un championnat du monde plus ouvert que jamais. Pour ouvrir notre rubrique football, je voudrais vous présenter un petit livre qui est très attendu des journalistes et aussi de tous les amoureux du football en France. C'est l'almanach de notre confrère l'équipe Football 81 qui sera mis en vente dans tous les kiosques à partir de demain. Je crois que vous trouvez dans ce petit ouvrage de 250 pages tout ce qui a trait à la saison en cours, aux saisons passées. Vraiment, il y a absolument tout. C'est un ouvrage indispensable, en tout cas pour tous ceux qui suivent et qui aiment bien le football dans notre pays. Bernard Père, retour de vacances passé par Saint-Étienne. Vous avez été, me disiez-vous, impressionné par l'équipe de Saint-Étienne. Ça, il y avait bien longtemps que, pour ma part, j'avais vu les Stéphanois aussi fringants et surtout aussi collectifs. Une équipe sans trou et vraiment très impressionnante. Et ce n'est pas Bergerot, le gardien de but de Lille, qui pourrait me dire le contraire, ni les 35 000 spectateurs qui assistaient à cette rencontre. Alors, est-ce à dire que vous faites de Saint-Étienne votre favori? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, soyons prudents. Mais enfin, il y a du beau monde, finalement, puisqu'on s'aperçoit dans ce championnat que les équipes qui se sont bien renforcées à l'intersaison comme Lyon et Bordeaux sont là. Puis il y a bien sûr toujours Nantes, Monaco et Sochaux qui a quand même un peu de mal à revenir. Mais enfin, disons qu'on va peut-être avoir un championnat très musclé, oh oui, car il y a des équipes de qualité. Je pense que nous devrions avoir un championnat encore peut-être plus passionnant que celui de l'an passé. C'est votre avis, Olivier Ray? Est-ce que Sochaux revient ou est-ce que Lyon marque le coup? Non, Sochaux a des petits problèmes, alors que Lyon confirme. Finalement, la semaine dernière, Lyon avait été battu à Nantes, mais en faisant un bon match. Et là, en réalisant le match nul à Sochaux, Lyon confirme que sa place en tête du championnat n'est pas usurpée, alors que les Sochaliens ont des petits problèmes. Mardi dernier, contre Nancy, ils menaient 2-0, ils se sont fait rejoindre. Et contre Lyon, même scénario, ils ont mené 2-0 et ils ont été rejoints. Alors je vous propose de voir les images de ce match. Nous voyons, suivi bien sûr de Saint-Étienne-Lyon qu'a suivi Bernard. Lille, pardon, à Geoffroy Guichard. Au Stade Bonal donc, où vendredi, 13 000 spectateurs étaient venus pour assister au match de Sochaux contre Lyon avec le premier but sochalien marqué dès la 8e minute par Gengini. La rencontre est aussitôt lancée et les Sochaliens ne vont pas se contenter de ce petit avantage. Ils repartent aussitôt à l'attaque sous l'impulsion de Gengini. Et à la 26e minute sur ce corner, les Sochaliens vont obtenir un deuxième but grâce à Yannick Stopira qui monte plus haut que tout le monde et trompe Chauveau. 2-0 pour Sochaux, c'est le score à la mi-temps. Dès le début de la seconde mi-temps, la rencontre se durcit un peu et l'arbitre, M. Quignou, distribue ici un avertissement à Djadaoui. Au cours de cette rencontre, il donnera d'ailleurs 4 cartons jaunes. Les Sochaliens, dans ce début de deuxième période, ont encore la situation en main. Là, c'est Gengini qui inquiète Chauveau, qui est obligé de concéder un corner. Mais peu à peu, les Lyonnais réagissent et profitent surtout de la soudaine passivité des Sochaliens. Et Lyon va réussir à réduire le score grâce à une montée de son stopper Furlan qui va servir Zverev, lequel transperce la défense sochalienne et trompe Rust. Les Lyonnais sentent à ce moment qu'ils ont la possibilité de rejoindre Sochaux à la marque. Alors ils attaquent de tous les côtés, avec notamment Zverev, qui jouera d'ailleurs mardi en équipe de France A' contre les Espoirs. Ici, Zverev oblige Rust à concéder un nouveau corner. Les Lyonnais profitent de la panique qui a gagné les Sochaliens et ils vont être récompensés de leurs efforts sur cette action où Lubin centre, Zverev tire, Rust repousse, mais Tigana qui a suivi égalise pour Lyon. 2-2, on en restera là, un match nul qui ne satisfait pas Patrick Rovelli, comme il va nous le confier. C'est avant tout une question collective. Je crois qu'il faut qu'on en parle entre nous pour mettre un petit peu, je crois, la pendule à l'heure.
Depuis le début de la saison, ça ne tourne pas très rond à Sochaux, il y a des petits problèmes. Vous savez, les problèmes, je crois que toutes les équipes connaissent. Actuellement, nous connaissons les petits problèmes. Si nous avions les remèdes, je crois que ce soir, nous aurions gagné. Est-ce que vous pensez que c'est la très belle saison de l'année passée qui se paye actuellement? Non, je pense pas. L'année dernière, nous avons fait une très belle saison. Bon, nous l'avons terminé en fanfare. Je crois que c'était l'année dernière. Cette année, c'est une autre saison. On savait au départ que ça allait être beaucoup plus difficile pour nous. L'année dernière, on était un petit peu l'équipe qui arrivait en haut du pavé. Je crois que cette année, on était bien conscient que ça allait être beaucoup plus dur. Et pour nous, il va falloir s'accrocher, se serrer les coudes. Ils étaient 35 000 à avoir envahi le stade Geoffroy Guichard pour voir les Verts en action. Les Verts qui restaient sur 4 victoires consécutives. Ils n'ont pas été déçus car face à Lille, bien sûr en maillot blanc, les Stéphanois ont fourni un très bon match, jouant très collectivement et marquant d'entrée grâce à cette action de rep pour Battiston dont le tir est dévié par Dos Santos et Bergerot est battu. Dès lors, les Verts vont se montrer les meilleurs sur le terrain, maîtriser le ballon, acculer les Lillois sur leur but. Les Lillois qui vont avoir quand même une certaine réussite. La preuve sur cette action, Lario, Santini sur le poteau et le ballon là-bas qui va vers Zimaco. Les Stéphanois vont dominer, mais ils ne vont pas marquer. Il manquera toujours quelque chose aux attaquants pour battre Bergerot qui aura beaucoup de travail. Et bien au contraire, les Lillois, contre toute attente pour la première intervention dans le camp stéphanois, vont marquer par Cabral ici sur un premier tir de Crimo. Finalement, et c'est justice, les Stéphanois vont marquer le deuxième but juste avant la mi-temps sur un coup franc, un des nombreux coups francs sifflés par M. Conrad qui n'était pas en très grande forme, c'est le moins qu'on puisse dire, vendredi soir. Et Platini, à sa 4e tentative, marque son 4e but de la saison sur coup franc, 4 buts en 8 matchs, c'est quand même pas mal sur coup franc pour Michel Platini qui n'avait pas eu cette réussite-là l'année dernière. 2-1, c'est la marque à la mi-temps. En deuxième mi-temps, même scénario, une domination des Stéphanois. Ici, un but refusé justement pour hors-jeu, juste avant cette mi-temps. En deuxième mi-temps, je vous disais donc, même scénario, des Lillois qui font quelques incursions dans le camp stéphanois sans grand danger. Et des Stéphanois, maîtres du ballon, maîtres de la situation, qui vont bénéficier d'un pénalty que transformera Rep qui leur permettra de l'emporter 3-1. Et on peut dire que pour la grande revue des footballeurs français de mardi et mercredi prochain, 11 Stéphanois ont été sélectionnés. Le plus suivi sera sans doute Laurent Rousset qui n'a pas encore 19 ans. Le sélectionneur cherche un peu un joueur, un avant-centre. Il a essayé beaucoup de joueurs. Et je sais qu'il y a une place à prendre et c'est sûr que si je joue, ne serait-ce qu'une mi-temps, je ferai le maximum pour essayer de montrer tout ce que je sais faire et pour essayer d'être encore présent le 11 octobre. Là, vous n'allez pas être trop crispé en entrant sur le terrain. Il est vrai qu'il y aura beaucoup de Stéphanois certainement dans cette équipe de France. C'est ça, oui. D'abord, on va être beaucoup de Stéphanois et puis j'ai jamais eu le trac, que ce soit avec mes débuts professionnels avec la SS ou tous les matchs qui avaient un peu d'importance, j'ai jamais eu le trac. Cette grande cicatrice au genou droit, on n'y pense plus? On n'y pense plus du tout, ça me gêne pas du tout, je ressens plus rien, c'est fini. Alors c'est un grand départ avec l'équipe de France pour une grande carrière? Disons, je crois, parce que je voudrais pas faire ce match en équipe de France et puis être jeté dans l'anonymat un an ou deux. Je crois que si j'y vais, c'est pour prouver quelque chose et pour y rester le plus longtemps possible. Derby londonien sous un beau soleil sur la verte pelouse d'Highbury. Les canonniers d'Arsenal reçoivent Tottenham. Tottenham qui est un des co-leaders du championnat anglais en ce début de saison. Mais Arsenal a la chance d'ouvrir la marque d'entrée sur une hésitation du gardien de but de Tottenham. Les canonniers mènent par 1-0 et cela après moins de 2 minutes de jeu. Pendant ce temps, le Southampton de Keegan gagne encore un match qui lui permet de rester en tête de ce championnat anglais. Et Arsenal continue à dominer. Une longue ouverture vers Stapleton, un lob très intelligent. Et 2-0, Arsenal a battu Tottenham.
Ipswich aussi est une équipe qui va bien en ce début de saison, alors que du côté d'Everton, ça ne va pas fort. Ipswich est en bleu, Everton est en jaune. Ipswich marquera 2 buts par mi-temps, pratiquement coup sur coup, sur 2 accélérations. Le premier réussi par Alan Brazil de la tête, 1-0. Une volée superbe de Walk, 2-0. Score à la mi-temps. Butcher de la tête, 3-0. Et un 4e but marqué à 3 minutes du coup de sifflet final par Mariner, ici en possession du ballon, au départ et à l'arrivée. Ça s'appelle un 1-2. 4-0. Très joli 1-2. Et 1-2. From Arnold Buren. Then the narrowest of angles, in goes his first goal of the season and 4-0 for Ipswich. 4-0 donc pour Ipswich face à Everton. Enfin, en championnat des Pays-Bas, Feyenoord avec son classique maillot mi-rouge, mi-blanc contre Utrecht marque le premier but par Peters. Mais c'est une surprise, Feyenoord de Rotterdam, qui est un des grands favoris, sinon le grand favori du championnat des Pays-Bas cette saison, sera tenu en échec sur sa pelouse par une surprenante équipe d'Utrecht, très courageuse, très vaillante et qui obtiendra l'égalisation en deuxième mi-temps, toujours de la tête par Krijblum. Ja, ja. 1-1. Dan gaat de bal naar de zijkant. Daar volgt de efficiënte voorzet. En dan is het gewoon het hoofd van Carbo dat voor de handen van Healy iets kunnen doen. Au total, dans cette 8e journée de championnat, 34, une seule victoire à l'extérieur, celle de Nancy à Nîmes, 2-1. Bon succès de Tours sur Nice grâce à un but d'Onis. Bon match nul d'Auxerre, le promu à Metz. Large succès de Lens sur Bastia, 5-0. Au classement, Saint-Étienne est donc en tête grâce à une meilleure différence de but devant Bordeaux et Lyon. En bas du classement, la situation devient préoccupante pour Strasbourg, 18e avec 5 points, et surtout pour Nîmes, dernier avec 3 points. Groupe A, 4e journée, une seule victoire à l'extérieur, celle de Martigues à Corbeil, 4-0. Très large succès d'Avignon sur Ajaccio, 5-0. Bonne victoire de Toulouse sur Montluçon, 4-0. Et de Montpellier sur Besançon grâce à 2 buts de Sikeli. Au classement, Montpellier est seul en tête avec 7 points. Groupe B, une seule victoire également à l'extérieur, celle de Quimper à Limoges, 1-0. Net succès d'Abbeville sur Blois, 3-0. Petite victoire de Rouen et victoire difficile du Paris Football Club sur Reims. Au classement, Thionville, Châteauroux et Rouen sont en tête. Je crois que nous recevons à l'instant même un appel téléphonique de Hervé Dutu, notre envoyé spécial à Flushing Meadows, peut-être pour le résultat de Porte contre Amaya. Hervé Dutu ? Depuis plus d'1 an, on attendait confirmation pour Pascal Porte. Classé numéro 2 français, il n'avait pas, jusqu'au mois dernier, tenu toutes les espérances mises en lui, eu égard à ses formidables dons pour le tennis. Une victoire face à Connors au mois de juillet dernier semblait avoir remis Pascal sur la bonne voie. Et puis la semaine dernière, le jeune français en parvenant en demi-finale d'un tournoi à 200 000 $, battant au passage Dibley, Edmondson, Sibak et Amitrage, semblait avoir enfin trouvé sa véritable place. Ces 3 victoires consécutives à Flushing Meadows, dont celle obtenue cet après-midi il y a quelques instants face au numéro 16 mondial, Victor Amaya, lui permettent aujourd'hui d'accéder pour la première fois de sa carrière dans le groupe des 16 qualifiés
pour les huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Un huitième de finale où Porte aura le redoutable honneur d'affronter mardi prochain le tenant du titre, John McEnroe. Hervé, merci. Donc, notons ce bon résultat de la part de Pascal Porte, qualifié lui aussi pour les huitièmes de finale, tout comme Noah, qui demain jouera à Borg. Quelques résultats de votre part, Olivier Ray. Oui, Thierry, en voile, la Française Sylvie Kreininger a remporté la Coupe du Monde féminine en classe Europe. La deuxième est une autre Française, Anne Lefort. En boule, championnat du monde cadet, victoire de la France qui remporte la médaille d'or. En cyclisme, je vous rappelle que l'américaine Elizabeth Eden, la sœur du célèbre patineur américain, a remporté hier le titre de championne du monde sur route. En voile encore, le bateau Dunkerque a remporté le Tour de France à la voile pour la deuxième année consécutive. Et en tennis, à Roland-Garros, Jérôme Potier a remporté le championnat de France junior en battant Henri Lecomte 5-7, 6-4 et 7-5. Chez les filles, Sophie Amia a battu mademoiselle Kaléja 6-1, 6-0. Un petit ennui, mais c'est pas grave du tout. Nous allons avoir dans quelques instants notre rubrique, du moins je le pense, de lundi à dimanche que nous devons à Dominique Leblou. À 15h55, Hervé Dutu dans l'enfer de Flushing Meadow pour un premier rendez-vous avec l'Open des USA. Yannick Noah face à Mel Purcell. Mardi, de 15h55 à 16h25, Serge Richez pour le bilan des 7e championnats d'Europe de tir à l'arc. 150 tireurs représentant 28 pays, une compétition enfin complète dans cette discipline. Mercredi et jeudi, à 15h55, tennis. Deuxième et troisième rendez-vous avec Hervé Dutu pour l'Open des USA. Jeudi, à 18h, cyclisme. De Besançon, Robert Chapat et Jean-Paul Olivier suivent pour nous la première journée des championnats du monde de cyclisme sur piste. Vendredi, cyclisme, deuxième rendez-vous avec la piste. Pour les finales de la vitesse dame, les quarts de finale de la poursuite individuelle professionnelle et la finale du terrain. Samedi, Robert Chapat vous propose dans les Jeux du Stade 50 minutes de sports aériens, des voltiges au-dessus de Megève, une balade pas comme les autres sur le toit des Alpes. Réalisation Gérard Van der Gut. Jo Choupin et Bernard Père pour une rencontre de basket originale. David contre Goliath, le Maccabi de Tel Aviv opposé à une sélection européenne. Sur la piste de Besançon, les séries du tandem et les finales de la poursuite individuelle. Samedi soir, à 21h30, un grand direct, avec les demi-finales de l'Open des USA de Flushing Meadow. Dimanche, une reprise, le championnat de France de jeu à 13 et une bonne habitude, à 18h55, votre rendez-vous hebdomadaire avec Stade 2 présenté par Père Chapat. Arthur H, je vais vous dire au revoir parce que nous allons partir à Salanches, voir Bernard Hinault. Vous connaissez Bernard Hinault? Oui, oui. Je lui rencontre une fois. Oui? Oui. You like him? Vous l'aimez? Ah, oui, oui. oui Gentil? Oui. 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 Bien, merci en tout cas Arthur d'être venu passer cette émission avec nous. Bon voyage pour New York. Oui, merci. Et revenez nous voir quand vous voulez. Ah oui, avant je pars demain, je veux à vous faire un cadeau. Ah ben ça c'est gentil. Qu'est-ce que c'est Arthur? Un film de Roland Garros, de tournoi français. Ah ben on regardera ça avec Robert 1980, oui. C'est le film de Guillermo. Alors oui. on verra ça avec notre ami Robert Chapat et Roger Coudert quand ils reviendront de vacances. Nous rejoignons... Ah, yes, oui. Ah, il n'y a pas d'image. Ah, bon, ben écoutez, espérons. Bon, eh ben alors écoutez, nous espérons que les images ne vont pas tarder. En attendant, je vais vous présenter la France Cycliste, qui est le magazine de la Fédération. C'est un magazine qui paraît tous les mois. Celui-là est consacré aux Jeux Olympiques avec tous les résultats des cyclistes des Jeux. C'est Michel Coste qui en est le rédacteur en chef. Ça, évidemment, c'est un petit problème parce que il reste quand même une demi-heure d'émission et on n'a pas Salanches. C'est ennuyeux. Je pense que Françoise Boulin va arranger ça et que nous allons effectivement pouvoir chanter quelques chansons. Si vous avez des chansons au répertoire, nous allons nous y mettre les uns après les autres. We have problem, Arthur. Moi aussi. C'est bien. En tout cas, c'est bien que vous soyez là avec nous parce que si on avait été tout seul, Bernard chante pas terrible. Est-ce que vous pensez que le tournoi de Flushing Meadow qui se déroule cette semaine, qui va entrer dans sa deuxième semaine, se dirige vers une nouvelle finale entre Björn Borg et John McEnroe? Oui, premier, je suis surpris que deux hommes de Français sont dans la huitième de finale. Huitième finale. C'est la première fois, je sais. Que ça arrive à Flushing. Spécialement Pascal.
Mais je pense que Borg gagnera encore. Non, pour la première fois. Oui. Il gagnera donc, il Oui. sera toujours en route pour réaliser ce grand chelem. Oui. Arthur, est-ce que vous pensez que Borg va réussir cette année le grand chelem, c'est-à-dire gagner les 4 tournois? S'il gagne le Open? Il gagnera en Australie. Oui, oui. Et comme vous pensez qu'il va gagner l'Open, donc... Et John McEnroe? Non, son forme n'est pas bon maintenant. Il a perdu dans Atlanta la semaine avant le Flushing Meadow et son forme n'est pas bon maintenant. Vous aviez vu cette finale de Wimbledon? Pardon? Vous aviez vu la finale de Wimbledon? Oui. Entre John McEnroe et Björn Borg? Oui, oui, c'est formidable. C'est one of the best. Un des meilleurs? Un des meilleurs, j'ai vu. Je m'excuse Arthur, j'espère que c'est Robert Chapat, oui? Bien, eh bien, Françoise Boulin me signale que nous avons une rupture de faisceau avec Salange, ça tombe mal, mais heureusement nous avons un sujet sur le championnat du monde, alors je crois que le son entre Salange et ici doit passer, alors nous allons envoyer des images et nous espérons que Robert Chapat, Bernard Hinault et Jean-Paul Olivier vont nous les commenter. Et puis vous pouvez peut-être goûter votre première coupe de champagne pour fêter la victoire, voilà. C'est notre ami Daniel Potra de TF1, pourquoi le nier? Alors là, il y a vraiment un très très grave pastis qui se pose à nous, car le son que nous avions entendu était celui de Daniel Potra. D'un autre côté, il vaut mieux avoir des images de Salange et le départ de la course. C'est toujours Daniel Potra, Françoise Boulin. Bien, nous assistons donc ce matin au départ du championnat du monde. Messieurs, si vous avez quelque chose à dire, vous avez le droit de parler. Avec la côte de Domancy que les coureurs avaient à franchir 20 fois et qui était la principale difficulté du parcours. Oui, Robert? Allô Paris, voilà. Allons-y. Le miracle de la télévision. Oui, quel miracle. Attendez vos débuts de reporter cycliste avec attention, d'autant que vous commenciez à faire un jaloux. C'est Bernard Hinault qui va se raconter lui-même. Le championnat du monde vu par Bernard Hinault, ses débuts sur Antenne 2. Alors Bernard, raconte. Dès le départ de la course, on s'est retrouvé tout de suite devant et je crois que la meilleure manière sur un circuit aussi dur était d'imposer son train aussi bien dans la montée que dans la descente. C'est ce qu'on a fait d'un bout à l'autre. Et on voit déjà dès les premiers tours les coureurs en difficulté et qui décrochent tout doucement. Qui décroche, vous manquez de modestie ici, sous l'impulsion de Bernard Hinault, qui se lance dans une aventure incroyable. Après avoir tenté de s'échapper avec Dominique, le voici maintenant en compagnie de Paul Entier et de Baron Kelly. Est-ce qu'à ce moment, racontez-vous jusqu'au bout, vous pensiez que Baron Kelly allait être votre plus sérieux adversaire, comme l'on dit? Je pensais surtout à Michel Pollentier parce qu'il marche vraiment, il marchait très très bien et le fait qu'on se retrouve quand même à 5 ou 6 tours de la fin tous les trois. Et après, on a été rejoint par un autre groupe où il y avait quand même 4 Italiens dedans, donc ça me faisait quand même pas mal de problèmes et il a fallu que j'en élimine quelques-uns pour me retrouver qu'avec Baron Kelly.